Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Il est encore temps de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout des vœux de santé. Essayez d'échapper à tout ce qui se passe et de traverser cette année dans les meilleures conditions. Donc, comme Alain Depié l'a dit, je poursuis cette série de conférences intitulée Philosophie, interrogation contemporaine. Je pense la poursuivre l'an prochain, si vous en êtes d'accord. Il s'agit pour moi, vous l'avez compris, de me servir des grandes philosophies pour nous éclairer sur notre époque, sur les problématiques, les difficultés, les crises. C'est ce qu'on avait vu sur la démocratie dans la première conférence. On va voir ça aujourd'hui à travers ce que j'ai appelé les dérives de la pipolisation. Alors, pour que le titre de cette série de conférences soit justifié, il faut bien sûr que je me réfère à un philosophe important, et ce philosophe important, il s'appelle Hegel. Alors, quel rapport, me direz-vous, entre Hegel et la pipolisation? Eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'il y en a un, et qu'il y a même un rapport important. Je crois qu'Hegel est le premier philosophe qui a compris l'importance de ce qu'on peut appeler le désir de reconnaissance, le besoin impératif qui est inscrit au cœur de la conscience humaine d'être identifié, reconnu comme un autre homme, une autre liberté, une autre conscience par tous ceux qui m'entourent. La première occurrence de cette idée dans la pensée de Hegel, elle est dans son premier grand livre, qui est peut-être son meilleur livre, un livre très difficile, parce que Hegel, c'est pas simple, hein, c'est très jargonnant, mais il faut faire l'effort parfois de le lire. C'est la phénoménologie de l'esprit, en 1806. Et dans les premiers chapitres de cette phénoménologie de l'esprit, il y a tout un chapitre, quelques pages en tout cas, que les commentateurs ont baptisé la dialectique du maître et de l'esclave. Ce n'est pas dans le texte de Hegel, c'est le nom qu'ont donné les commentateurs à ce passage de Hegel. Alors de quoi s'agit-il? Je vais essayer de vous le résumer en termes le plus simple et le plus compréhensible possible. L'idée de Hegel, c'est que être conscient, c'est d'une certaine manière être tout puissant. Quand je suis conscient, je suis un sujet, et je suis un sujet en face d'objet. Tout est objet en face de moi qui suis le sujet. On pourrait presque dire qu'être conscient, c'est être Dieu, c'est avoir une toute puissance, et les enfants le découvrent très vite. Vous avez tous vu des enfants se fermer les yeux en pensant que vous avez dit, on ne les voit plus parce qu'ils ont fermé les yeux, ils sont les maîtres du jeu absolu. Donc Hegel raconte une sorte de fable philosophique. Au début de l'histoire des consciences, il y avait donc deux consciences, l'une en face de l'autre, et Hegel a cette formule un peu troublante, toute conscience cherche la mort de l'autre conscience. Cette formule peut sembler exagérément violente, mais en fait, elle est très logique. Si être conscient, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est être d'une certaine manière Dieu. Imaginez la fable suivante. Le Dieu unique du monothéisme, le Dieu infini, tout-puissant, rencontre un autre Dieu, infini et tout-puissant. Bonjour, je m'appelle Dieu. Moi aussi. Il va y avoir un problème. Un des deux doit disparaître. Il ne peut pas y avoir deux infinis l'un en face de l'autre, deux dieux tout-puissants l'un en face de l'autre. L'un est de trop. Donc c'est ça que nous raconte Hegel. La lutte à mort de ces consciences. Et dans ce combat, il y a une des deux consciences qui va aller jusqu'au bout pour être reconnue. Hegel va l'appeler le maître. Et une autre qui va faire marche arrière, en quelque sorte, qui préfère rester vivante à tout prix. Hegel se souvient que servus, le mot latin qui veut dire l'esclave, vient de conservare. L'esclave, c'est celui qu'on a conservé en vie dans un combat. C'est celui qui a préféré conserver la vie plutôt que de risquer la mort dans le combat. Je reprends une formule célèbre que vous connaissez tous en la renversant. L'esclave, c'est celui qui a préféré vivre à genoux que mourir debout. Et le maître, c'est celui qui a préféré mourir debout que vivre à genoux. Donc on a ces deux consciences. L'une qui s'affirme, c'est la conscience du maître, et l'autre qui est niée par le maître et qui s'est niée elle-même d'une certaine manière. Mais la situation, elle est complètement problématique, elle est complètement contradictoire, puisque le maître veut être reconnu par l'esclave et ne reconnaît pas l'esclave. Donc il y a un souci majeur. Le maître est dans une situation contradictoire. Alors je m'arrête là dans cette fable philosophique. Hegel va la reformuler de multiples façons dans son œuvre. L'idée de Hegel, l'idée majeure, la thèse, je dirais, presque unique de Hegel,
c'est que l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la reconnaissance. Le désir de reconnaissance est inscrit au plus profond de la conscience humaine, et on a chez Hegel, vous le savez sans doute, cette thématique de la fin de l'histoire. Au fond, l'histoire s'achèvera lorsque tous les hommes de la planète se reconnaîtront comme libres et égaux et comme des sujets les uns à côté des autres. Voilà un petit peu ce que nous dit le grand Hegel. Alors, j'ai cherché une formule qui résume le plus simplement possible tout ce que je viens de dire, et on la trouve non pas dans la phénoménologie d'esprit, mais dans un autre livre plus tardif qui est l'introduction à l'histoire de la philosophie. Vous avez cette formule sous les yeux. Je suis libre dans la mesure où je pose la liberté des autres et où je suis considéré comme libre par les autres. Donc vous voyez, au cœur de cette idée de Hegel, vous avez la notion de réciprocité. Je reconnais celui qui me reconnaît est reconnu par moi, etc., etc. Voilà donc la thèse hegelienne sur la reconnaissance. On pourrait presque dire qu'au fond, il y a une tension, en fait, qu'Hegel entrevoit, mais il ne l'a pas creusée, entre, au fond, l'égalité de ces consciences et le désir d'être différent d'une certaine manière, puisqu'on va avoir conscience du maître, conscience de l'esclave. Eh bien, cette tension entre l'égalité et le désir d'être différent, elle va être au cœur de ma conférence de cet après-midi. Je vais vous montrer qu'il y a une tension, voire une contradiction, entre l'égalité et le désir d'être différent. On va donc, dans un premier temps, comparer l'apipolisation, qui sera le thème de cette conférence, avec le désir de reconnaissance que j'ai introduit avec la philosophie de Hegel. Il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances évidentes, me semble-t-il, entre l'apipolisation, le désir de reconnaissance. L'homme a besoin du regard des autres. Il a besoin du regard des autres pour se sentir exister. Ce besoin, il s'exprime dès l'enfance, dès la prime enfance, la relation de l'enfant à sa mère. L'enfant a besoin d'être regardé, en particulier par sa mère. Je sais bien qu'aujourd'hui, on va établir la parité partout, mais je le regrette, nous sommes inégaux, les femmes nous sont très supérieures, mais c'est une évidence. L'enfant cherche le regard de la mère, bien plus que celui du père, même si le père est un papapoule. Tant pis pour les thèses dominantes d'aujourd'hui. L'enfant cherche le regard de la mère, dans cette magnifique image ici. C'est ce que Lacan a appelé, et ça a été parfois mal compris et déformé, le stade du miroir. On a cru parfois, certains n'ont pas lu Lacan, alors ils ont pris cette expression et ils ont dit le stade du miroir, c'est le moment où l'enfant apprend à se reconnaître dans la glace, il finit par se reconnaître dans la glace, ce que les singes sont capables de faire en règle. Non, c'est pas du tout ça le stade du miroir. Le miroir, c'est le regard de la mère. L'enfant, pour devenir un sujet, pour devenir une personne, et une personne différente de la mère, a besoin du regard de la mère, et c'est cette réciprocité entre l'enfant regardé et la mère regardant l'enfant qui va permettre à l'enfant de devenir une véritable personne, d'où l'importance évidemment de ce regard de la mère. Une mère qui ne regarde pas son enfant, qui détourne le regard, et il y a des pathologies qui existent sur ce plan-là, il y a même presque des pathologies ethniques, les ethnologues ont écrit des communautés dans lesquelles il y a un véritable problème de la relation mère-enfant, et ça crée des pathologies graves quand l'enfant grandit, devient adolescent et adulte. Donc, cette réciprocité est fondamentale, elle est la clé, c'est cela que Lacan appelait le stade du miroir. Donc, nous avons besoin de ce regard. Les enfants le savent très bien. Vous savez peut-être que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vu la moyenne d'âge de la salle, je parlerai plutôt de petits-enfants, sans vexer personne, vous savez peut-être qu'il y a une punition terrible dans les cours de récréation dans les écoles. Lorsque les enfants veulent punir l'un des leurs, la pire punition qu'ils peuvent infliger, c'est on fait comme si l'autre était devenu invisible. Il n'existe plus. On passe à côté de lui sans le regarder. Il peut pousser des cris, on fait comme s'il n'était pas là. C'est la pire des punitions. Et là, permettez-moi de vous raconter un vieux souvenir très lointain. Mon dernier fils, à un moment donné, est passé par une phase un peu pénible. Et l'après-midi, je n'avais plus trop comment m'y prendre. Était séparé d'avec sa mère, donc j'avais un peu des problèmes relationnels avec lui. J'ai trouvé cette punition. Pendant 2 heures d'affilée, j'ai fait comme s'il n'était pas là. Et puis j'ai eu des remords terribles.
Je me suis arrêté au bout de 2 heures, parce que j'ai compris que je lui faisais vivre l'enfer. Être au milieu des autres sans être vu par personne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On peut corriger la formule de Sartre, l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est ne pas être regardé. C'est pas le regard de l'autre qui est l'enfer, c'est l'absence du regard de l'autre. Vous avez un philosophe qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, qui est pourtant un philosophe intéressant. On ne le lit plus beaucoup peut-être parce qu'il est américain, on n'aime pas trop la philosophie américaine. On pense qu'il n'y a pas de philosophie américaine, si, il y a une philosophie américaine. C'est William James. William James, dans un de ses écrits, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dit « Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à un être humain ?» Et il répond « Ce qui pourrait arriver de pire à un être humain, la situation la plus infernale au fond, que pourrait vivre un être humain, c'est d'être propulsé dans une communauté, un village, une tribu, un quartier, où personne ne le connaît, et que personne ne le remarque. Alors qu'il s'attend à ce qu'on vienne vers lui, c'est un étranger, il s'attend à ce qu'on vienne l'interroger, d'où venez-vous, qui êtes-vous, on passe à côté de lui, il est l'homme invisible, personne ne le remarque. Et ça dure ainsi des jours et des jours, c'est comme s'il n'était pas là. Et William James dit, ce serait l'enfer. Cet individu deviendrait fou. Bon. Rien ne serait plus douloureux comme situation que cette situation-là, être au milieu des autres, et n'être vu par personne, n'être remarqué par personne, être invisible au milieu de tous les autres. Donc William James dit très justement que ce serait la pire situation pour un être humain. Alors la pipolisation, elle est donc d'une certaine manière dans la nature humaine, inscrite dans la logique de la nature humaine, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans ce premier temps de ma conférence. Est-ce qu'on peut pour autant assimiler brutalement le besoin actuel d'être regardé, d'être célèbre, d'être reconnu avec sa famille, comme disait Alain Depied tout à l'heure, pour nos présidents de la République ou nos hommes politiques? Est-ce qu'on peut assimiler ce besoin actuel, qu'on appelle grosso modo la pipolisation, avec le besoin de reconnaissance qui est présent chez tout homme et sans doute présent depuis la nuit des temps, comme Hegel l'a compris? Ça n'est pas du tout certain. Alors, j'ai montré la proximité entre le désir de reconnaissance et ce qu'on appelle la pipolisation. On va voir maintenant les différences, et elles sont considérables. Quelles sont les différences entre le désir de reconnaissance tel qu'on le trouve dans la philosophie de Hegel en premier, et ça a été repris par beaucoup d'autres ensuite, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui la pipolisation, ce besoin d'être vu, d'être reconnu, que son image soit répandue partout, atteindre la notoriété. Il y a 3 différences essentielles. 2 différences quantitatives et une différence qualitative. Alors, j'insiste quand même d'emblée sur le fait que cette division n'est pas très satisfaisante, parce qu'on sait bien qu'une différence quantitative, quand elle devient très importante, elle devient forcément une différence qualitative aussi. Donc cette partition n'est pas sans reproche. Mais pour la commodité de l'exposé, je l'ai conservé. Donc 2 différences quantitatives. La première différence quantitative entre le désir de reconnaissance et la pipolisation, c'est un changement d'échelle. On l'a vu il y a quelques instants avec Hegel, ce qui était au cœur du besoin de reconnaissance, du désir de reconnaissance, c'était la réciprocité. J'ai besoin d'être reconnu par ceux que je reconnais. Il y a donc un besoin réciproque. Je regarde quelqu'un, je le reconnais, j'attends qu'il me reconnaisse en échange ou inversement. C'est plus du tout le cas avec la pipolisation. C'est plus du tout le cas. Le besoin de notoriété d'aujourd'hui, qui est au cœur de la pipolisation, c'est le besoin d'être reconnu par une masse humaine dont on ne connaît presque personne et dont on ne cherche pas à reconnaître. Je pense aux réseaux sociaux, nous en reparlerons dans quelques instants. Vos amis, si vous en avez, si vous êtes sur Facebook et que vous avez une communauté d'amis sur Facebook, je suis certain que comme tous les pratiquants de Facebook, vous ignorez qui sont ces individus, ces amis entre guillemets, qui mettent des likes quand vous affichez quelque chose, vous êtes tout content, vous êtes apprécié, mais vous ne savez rien de ces individus. Ce qu'on veut, c'est être reconnu par le plus grand nombre possible d'individus, sans vouloir du tout reconnaître en retour ces individus.
On n'est plus du tout dans la réciprocité. Alors le premier qui a compris cela, qui a peut-être compris dans quel monde nous entrions, c'est un artiste connu et très en avance sur son époque, c'est Andy Warhol. Tout le monde connaît Andy Warhol. Eh bien, c'est précisément, et c'est pas indifférent comme date, c'est en mai 68 qu'Andy Warhol a prononcé ces mots prophétiques. In the future, everyone will be world famous for 15 minutes. À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. World famous. Tout le monde aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. On n'est pas encore tout à fait là, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche quand même un peu plus tous les jours. Ce n'est plus le regard de l'autre qui est recherché ou la reconnaissance, c'est la notoriété. Et si possible, la notoriété internationale. C'est cela qui est recherché, en particulier par les jeunes générations. Nous y reviendrons. Donc, première différence quantitative, elle est dans par qui je veux être reconnu et que je ne cherche pas du tout, en ce qui me concerne, à reconnaître. La seconde différence quantitative, elle est la modification de la masse des prétendants à la gloire. Dans les époques antérieures, la gloire était quelque chose de très élitiste. Une poignée d'individus pouvaient légitimement aspirer à la gloire, rêver d'atteindre la gloire, une minorité infime. Et au sein de cette minorité infime, il y avait une minorité encore plus petite qui accédait vraiment à la gloire et à la grande notoriété. Aujourd'hui, on a l'impression que la notoriété, c'est l'objectif de tout un chacun. Chacun semble aspirer à la notoriété et à la gloire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont totalement indifférents à la notoriété? Levez le doigt. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Oui, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc merci pour ceux qui ont répondu honnêtement qu'ils n'étaient pas tout à fait indifférents à la notoriété. Je crois qu'on a tous un petit peu, bon, plus ou moins, puis c'est beaucoup plus vrai chez les jeunes générations, on en est bien d'accord, mais je crois qu'on ne peut pas être étranger complètement à l'esprit de l'époque. Donc cette idée qu'au fond j'ai droit à la notoriété, bon, ça ne m'obsède peut-être pas, mais j'ai droit à la notoriété. Nous avons tous droit à la notoriété. Ça fait partie des droits de l'homme. Bon, nous avons droit à la célébrité, nous avons droit à la notoriété. Eh bien, ce droit à la notoriété, il semble être devenu l'objectif, au fond, de tout un chacun, ou presque. Au fond, c'est le principe d'égalité qui arrive à ses limites. J'y reviendrai, à cette égalité qui devient en fait égalitarisme aujourd'hui. C'est le principe d'égalité qui en arrive à ses limites. Nos sociétés, au fond, promettent la gloire à tous ceux qui se donnent les moyens d'atteindre la gloire. Ceux qui ne s'en donnent pas les moyens, je dirais tant pis pour eux. Bon. Mais tous ceux qui vont se donner les moyens d'atteindre la notoriété, atteindront la notoriété, une sorte de promesse que nous fait la société, et c'est un droit que nous accorde, d'une certaine manière, la société. Alors c'est ce que remarque Guillaume Erner, vous savez, c'est celui qui anime les matins de France Culture depuis bien longtemps, celui qui dirige cette émission, cette belle émission matinale, entre 6h et 9h du matin. Il a écrit, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, un très bel ouvrage chez Gallimard, dans la collection Le Débat, qui s'appelle « La souveraineté du people ». Le livre est sorti en février 2016. Et dans cet ouvrage, on trouve cette formule « La notoriété est une obsession de notre époque ». Il ne fait pas de catégorie, il ne dit pas des uns ou des autres, c'est une obsession de notre époque. Une obsession quasi universelle, on la retrouve partout, à la surface de la Terre, et on la retrouve dans toutes les couches de la société. Le journaliste s'interroge dans ce livre sur la place qu'occupe la célébrité aujourd'hui. Elle est une obsession de l'époque. Au fond, on pourrait dire, en résumant ça dans une formule un peu abrite, le narcissisme a triomphé de l'humilité. Alors les sondages, on va être abreuvé de sondages dans les semaines qui viennent. Bon, et tant pis, je risque à vous en donner un quand même. Bon. Selon les sondages, quand on interroge les gens sur les symboles de la réussite, de l'accomplissement de soi, qu'est-ce qui est important pour penser qu'on a réussi sa vie, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, eh bien, il y a 30 ou 40 ans, quand on interrogeait les individus, 50 ans même, c'était dans les années 70, le désir de notoriété figurait à la 15e place seulement. Au 15e rang des choses importantes dans une vie, etc.
Quand on refait ce sondage aujourd'hui, le désir de notoriété est en 3e position. Spectaculaire. De la 15e à la 3e. C'est le 3e élément qui paraît le plus important à nous contemporains pour dire « j'ai réussi ma vie ». C'est pas la Rolex dont parlait Sarkozy il y a quelques années. Non, c'est pas la Rolex, c'est la notoriété. Bon, les deux sont peut-être liés, la Rolex et la notoriété, mais ça, c'est un autre débat. Donc, le désir figure aujourd'hui dans les 3 premiers rangs de cette note. C'est ce que remarquait il y a quelques années un excellent sociologue qui est Alain Ehrenberg, que je vous recommande. Au départ, Alain Ehrenberg est un sociologue du sport, donc on n'a pas remarqué nécessairement, c'était assez pointu, c'était très, très ciblé ses études. Et puis dans les années 90, il a publié une trilogie absolument remarquable. Le premier tome de cette trilogie en 91, c'était Le culte de la performance. Il a été l'un des premiers, Ehrenberg, à montrer qu'au fond, on changeait complètement de société. On passait d'une société où l'important c'était vraiment l'égalité, la lutte pour l'égalité, etc. Bon, avec tout le côté politique qui accompagnait cela, à une société dans laquelle l'important c'est de gagner la course, etc. Donc on braque le projecteur sur les leaders, sur ceux qui sont les chefs de file, dans le sport, dans la politique, dans les médias, etc., etc. Culte de la performance, très très beau livre en 91. Titre un peu trompeur, puisque 4 ans plus tard, il publie un deuxième livre qui s'appelle L'individu incertain. Il montre que, bien sûr, il y a un culte de la performance, mais par définition, on n'atteindra pas tous la gloire. Je pense à cette phrase admirable de Orwell, que vous connaissez peut-être, que j'ai donnée comme sujet de dissertation à mes pauvres étudiants. J'étais un peu sadique quand même. L'ennui avec une compétition, c'est que quelqu'un les gagne. Chef-d'œuvre cette formule, non? L'ennui avec une compétition, c'est que quelqu'un les gagne, c'est-à-dire que tous les autres perdent. Il y a un gagnant, on s'en souviendra. Vous savez, là aussi, parlons sondage, on oublie tous les secondes du Tour de France. On ne retient que le vainqueur. Et puis, il avait publié ensuite, en 98, La fatigue d'être soi. Donc, il montrait que cette société où la performance est mise en avant sans arrêt, où il s'agit de gagner la course, c'est une société très déprimante. On est tous au bout du burn-out parce que la plupart d'entre nous, le plus grand nombre, ne gagnera pas la course. Et donc, on a cette société du Prozac qui était décrite dans La fatigue d'être soi. J'ai résumé, j'ai simplifié une formule qu'on trouve dans le culte de la performance. Ce par quoi chacun est simultanément unique et semblable. Je vous lis la formule dans son intégralité, elle est intéressante. À travers la concurrence s'impose peu à peu à tous les niveaux de la société une série d'images de vie et de modes d'action qui poussent n'importe qui, quelle que soit sa place dans la hiérarchie sociale, vous voyez, clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure, quelle que soit sa place, à occuper une position qui rend visible sa seule subjectivité, ce par quoi chacun est différent, c'est-à-dire simultanément unique et semblable. Voilà le cœur du problème. Est-ce qu'on peut être simultanément unique et semblable? Est-ce qu'on peut conjuguer l'égalité et la différence? On vient de parler des différences quantitatives importantes entre ce que Hegel aurait appelé le désir de reconnaissance et ce qu'on appelle aujourd'hui la pipolisation, le désir de notoriété, le désir d'être reconnu le plus largement possible. On va maintenant évoquer les différences qualitatives. Le besoin de reconnaissance, j'effectue un nouveau retour en arrière, c'est le besoin d'être l'égal de celui que l'on reconnaît. Et c'est pour ça qu'Hegel en faisait un moteur. Hegel a été très marqué, comme tous les philosophes allemands du début du XIXe siècle. C'est l'époque où c'est l'Allemagne qui regardait vers la France. Les choses se sont un peu inversées depuis. C'est la France qui menait la course. Hegel et ses amis, Schelling et d'autres, ont planté un arbre de la liberté quand ils ont appris que les Français avaient pris la Bastille et avaient fait leur révolution. Donc Hegel réfléchit beaucoup au principe de la Révolution française, liberté, égalité. Au fond, la philosophie d'Hegel est centrée, nous l'avons vu tout à l'heure, sur cette marche vers la reconnaissance réciproque. Donc besoin d'être l'égal de celui que l'on reconnaît. La pipolisation, on pourrait presque dire que c'est
le principe d'égalité qui se retourne en son contraire d'une certaine manière. L'un des premiers à l'avoir remarqué, c'est un excellent essayiste que j'aimais beaucoup, dont j'ai lu beaucoup d'ouvrages, qui nous a quittés malheureusement il y a déjà longtemps, en 89, c'était Georges Elgozi. Je ne sais pas si vous avez lu Georges Elgozi, il a écrit quelques merveilleux ouvrages, et en particulier, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Les damnés de l'opulence ». Dans « Les damnés de l'opulence », Elgozi, c'est un ouvrage donc, qui a 50 ans, hein, il date de 1970. Il nous disait que l'égalité, on avait un droit à l'inégalité, qui était devenu plus important que le droit à l'égalité, et que c'était le droit d'être le plus différent possible des autres. Je vous lis la phrase dans son intégralité. L'égalité n'est plus le plus désirable des objectifs. Au-delà de cette égalité minimale, au-dessus de cette égalité de substance, le droit à l'inégalité, le droit de cultiver ses différences, le droit d'être soi-même, c'est-à-dire le plus différent possible des autres. Le droit d'être le plus différent possible des autres, le droit d'être unique. On est au cœur, Elgozi, l'un des premiers à avoir pointé ce paradoxe, et peut-être, encore une fois, je dis peut-être, la question est très délicate, cette contradiction entre l'égalité et la différence. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont assisté à ma première conférence de ce cycle 2021-2022, La démocratie a-t-elle un avenir, que j'avais un peu ironisé à un moment donné dans ma conférence sur une affiche bien connue, « Tous égaux, tous différents ». Et je m'étais demandé dans ma conférence si on n'insistait pas exagérément sur la différence, au lieu d'insister parfois, peut-être, à plus juste titre, sur la similitude. Qu'est-ce qui fait qu'on forme une communauté ou un peuple? Est-ce que ce sont nos différences ou est-ce que ce sont plutôt nos ressemblances? Le fait qu'on partage des choses en commun importantes, une langue, un patrimoine, une histoire, un amour peut-être de la patrie, que sais-je. Bon. Aujourd'hui, on ne parle plus que de différence. Et Elgozi est un des premiers à avoir compris la difficulté, le droit d'être le plus différent possible, mais jusqu'à un moment donné, est-ce que cette différence ne va pas se retourner contre l'égalité et détruire même l'idée même d'égalité. Alors, à partir de là, nous avons examiné les ressemblances et les différences entre le désir de reconnaissance chez Hegel et la pipolisation. Je vais montrer maintenant que nous sommes entrés dans une crise. On a parlé de la crise de la démocratie en début de cycle, on va maintenant parler de la crise de la pipolisation, les dérives d'une époque déboussolée. Je vais vous montrer comment on est en train vraiment de perdre la tête par rapport à la pipolisation, mais je pense que vous le savez déjà autant que moi, et je vais essayer de décrypter vraiment ces dérives les unes après les autres. Notre époque a de plus en plus de mal à conjuguer égalité et différence. Il ne faut pas nécessairement lui reprocher, peut-être qu'égalité et différence sont inconciliables. Définitivement inconciliables. Il y a peut-être une contradiction insurmontable entre l'égalité et la différence. Et vouloir les conjuguer comme on le fait aujourd'hui, en faisant comme si tout allait bien et que ça ne posait aucun problème logique, c'est peut-être un fantasme dont nous découvrirons peu à peu qu'il est intenable. Intenable. C'est le grand écart, c'est absolument intenable. Alors je vais me servir pour décrire cette époque déboussolée d'un petit livre. Je vous invite à venir le découvrir à la fin de la conférence, un petit livre très original de Jean-Michel Espitalier qui s'appelle « De la célébrité ». Je dirais que c'est un livre objet, hein, c'est un livre objet. Tantôt vous avez quelques mots dans la page, parfois vous avez, vous voyez, c'est écrit en très très gros, parfois il y a des... c'est très très amusant, parfois il y a quelques mots écrits sur un fond gris, parfois c'est sur fond noir carrément vers la fin du livre. Vous voyez, c'est un livre unique, enfin, je ne connais pas de livre qui ressemble vraiment à celui-là. Et en même temps, c'est un livre extrêmement intéressant sur le plan du contenu. Je crois que Jean-Michel Espitalier, dans ce petit livre de la célébrité, a très bien décrit, il parle de célébrité, mais ce que nous appelons en fait la pipolisation.
Alors, il a montré qu'il y a 6 principales dérives, j'essaie de faire une sorte de synthèse des idées de son livre, de la pipolisation. La première dérive, c'est la dérive de la généralisation. On a commencé à en parler il y a quelques instants, hein, c'est-à-dire que tout le monde va atteindre la notoriété, la célébrité, et ça pose évidemment des problèmes. Une seconde dérive, c'est la dérive existentielle. On veut absolument être reconnu, on veut absolument atteindre la célébrité, on consacre sa vie à cela et ça crée des frustrations et des problèmes majeurs. La troisième, c'est la dérive des faux maîtres à penser. La dérive des faux maîtres à penser, j'en dis pas plus pour le moment, j'y reviendrai tout à l'heure. Principe d'égalité poussé à ses limites. Tout individu qui atteint la célébrité, quel que soit le domaine dans lequel il atteint la célébrité, est considéré comme un maître à penser qui mérite qu'on l'interroge dans tous les domaines, y compris dans les domaines où il ne comprend rien. Quatrième dérive, la dérive de la visibilité. Je ne sais pas pourquoi mes numéros ont disparu là, mais c'est pas grave. Dérive de la visibilité. L'essentiel, c'est d'être vu. Et on verra là aussi les dégâts que ça provoque, en particulier dans certains groupes humains, dans certaines générations. Cinquième dérive, la dérive médiatique. Les médias, évidemment, sont une caisse de résonance considérable et jouent un rôle majeur dans le phénomène de pipolisation. Et les médias ne font pas le tri. Ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un qui sort du lot, quel que soit le domaine dans lequel il atteint la célébrité, même si c'est dans le domaine de la monstruosité. Et puis la dérive de l'égalitarisme, on a commencé un petit peu à en parler. Alors commençons par la première dérive, la dérive de la généralisation. On l'a dit tout à l'heure, l'important c'est d'atteindre la plus grande notoriété possible. Et ça passe évidemment très souvent aujourd'hui, surtout au sein des jeunes générations, par les réseaux sociaux. Être liké, avoir des likes sur ses posts sur Facebook ou sur Instagram ou ailleurs, c'est devenu la question cruciale, c'est devenu presque une obsession. Savez-vous que l'un des articles les plus consultés sur Internet, avec des milliers, des dizaines de milliers de visites, de partages, avec près de 2 millions de likes, justement, on like un article sur le like. C'est rigolo, ça, hein? C'est comme la télévision qui parle de la télévision. Hein? On like sur le like. Un des articles les plus populaires, c'est l'interview d'un expert qui s'appelle Dan Zarella sur un site qui s'appelle Mashable, qui est très fréquenté par les jeunes générations, et l'article a pour thème « Comment augmenter le nombre de likes reçus sur sa page Facebook ?» On like l'article « Comment augmenter le nombre de likes ?» Et c'est l'un des articles les plus cités et les plus partagés sur Internet. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir le plus grand nombre d'amis virtuels, les pouces en l'air, les likes, les j'aime, qui attestent votre valeur. Un livre très très intéressant a été publié il y a 6 ans par une pédopsychiatre qui s'appelle Nicole Catelin. Le livre s'appelle « Souffrance à l'école » et elle montre que c'est une obsession chez les enfants que ce nombre de likes, ils se réveillent la nuit parfois pour les compter. Auparavant, dit Nicole Catelin, ce qui comptait c'était d'être charismatique, c'était d'être un peu le leader dans sa classe. Aujourd'hui, c'est la capacité à leader le plus grand nombre. Les autres, les sans-amis, vivent un drame. Et les pédopsychiatres voient débarquer dans leur cabinet ces enfants en souffrance parce qu'ils n'ont pas obtenu le nombre de likes qu'ils voulaient. On peut être aussi rapidement déchu qu'on a été encensé. Il y a un lien évident entre le like et le harcèlement. Permettez-moi de citer un grand chef-d'œuvre de notre télévision, c'est la série « Ici tout commence » que vous regardez peut-être le soir à 18h30. Ça se passe dans un institut de cuisine, dans une école de cuisine. Et dans les derniers épisodes de cette série, que j'ai la faiblesse de regarder, parce qu'en tant que philosophe, je me sens obligé de regarder ce que regardent un grand nombre de mes contemporains pour les comprendre un petit peu. Et puis peut-être que je me laisse un peu séduire aussi par ces idioties. Bon, nul n'est à l'abri. Donc, dans cette série, Ici tout commence,
dans les derniers épisodes, nous avions un jeune homme de cette école qui avait créé sur Instagram une série d'images, de vidéos, dans lesquelles il présentait de façon très originale, en parlant à voix basse, des recettes. Et il avait eu un succès phénoménal. Ça faisait 4 ans qu'il postait ces vidéos régulièrement. Il avait des milliers d'adeptes, de followers, comme on dit aujourd'hui, qui lui envoyaient des messages d'admiration tous les jours. Bon, il était sur un nuage. Et puis un jour, il reçoit la visite d'une jeune femme qui cherche au fond à truander ces célébrités pour se faire à sa propre gloire, bien sûr. Et donc elle le piège, elle va le filmer dans l'école et elle l'amène à dire, en l'interrogeant habilement, des choses un peu horribles, mais qui sont horribles si on les sort de leur contexte. Dans le contexte, il n'y avait rien de terrifiant. Et du jour au lendemain, ce jeune homme qui recevait tous les jours des centaines de messages laudatifs en disant « tu es beau, tu es le meilleur, tu es fabuleux, on t'aime », reçoit des messages de haine par dizaines et reçoit même des menaces de mort. Voilà comment on passe en 24 heures de la célébrité, de l'amour à la haine, de la célébrité au harcèlement. Donc on est dans quelque chose de très fragile avec la pipolisation. Être sous le regard au niveau de la pipolisation, c'est être monté sur un piédestal, mais être jeté, la roche tarpéienne est proche du Capitole, disaient nos ancêtres romains, on peut du jour au lendemain sombrer de la gloire jusqu'à l'horreur absolue. Un autre ouvrage a été publié par un sociologue qui est Jean-François Amadieu. C'est un très beau livre là, qui a 6 ans également. La société du paraître, aux éditions Odile Jacob, qui parle de la tyrannie du like. La tyrannie du like, elle est telle, dit-il, que les jeunes dorment mal, se réveillant la nuit pour comptabiliser les likes. Donc, en tant que sociologue, il fait la même analyse que la pédopsychiatre dont nous venons de parler. Il montre cette pression folle qui pèse, au fond, sur nos jeunes générations, sur nos enfants, nos adolescents, qui vivent dans cette tyrannie du like, qui ont l'impression que tout s'écroule parce que le nombre de likes diminue sur leur page Facebook, etc., etc. L'anonymat est vécu comme une excommunication. Ça, c'est une formule qu'on trouve dans l'ouvrage de Jean-Michel Espitalier, de la célébrité. Je lis la formule dont j'ai extrait cette phrase, elle est intéressante. Plus le pouvoir médiatique est puissant, plus paraissent faibles ceux qui en sont exclus. La nouvelle exclusion est médiatique, la nouvelle misère symbolique. L'anonymat est vécu comme une excommunication. Donc, première dérive, nous l'avons vu, la dérive de la généralisation. Seconde dérive, la dérive existentielle. Les anonymes sont perçus comme des êtres passifs. Alors là, j'attire votre attention sur quelque chose de très troublant. Un renversement curieux. Apparemment, a priori, on serait tous tentés de penser que regarder, c'est un acte. Celui qui regarde est actif. Celui qui est regardé est passif. Je subis le regard de l'autre. C'est ce que Sartre a voulu nous dire dans sa célèbre formule de huis clos, l'enfer, c'est les autres. Le regard de l'autre, homme objectif, malienne, enfin, c'est toutes les thématiques bien connues de Jean-Paul Sartre. Donc, apparemment, c'est celui qui regarde qui agit, c'est celui qui est regardé, qui est dans la passivité. Regarder est un acte, être regardé, quelque chose que l'on subit. Eh bien, les choses se sont renversées à 180 degrés. Aujourd'hui, être regardé est actif. C'est celui qui est regardé qui est actif. C'est celui qui est regardé qui est agissant. Parce qu'il est regardé, il agit, il est important. Il mène une action, il atteint la notoriété. Et par contre, regarder est plutôt de l'ordre de la passivité. Il y a une inversion tout à fait étonnante. Voilà ce que dit Espitalier. Le monde se partage entre regardant et regardé. Autrement dit, entre passifs, les regardants. Nous qui regardons, qui mettons des likes, on est passif, alors qu'on a l'impression d'agir, mais non, on est passif. Celui qui agit, c'est celui qui a regardé. Le monde se divise entre passifs les regardants et actifs les regardés.
Le monde est donc ce qui est regardé. Ce qui n'est pas regardé n'existe pas. Ce qui n'est pas regardé n'existe pas. Je ne suis pas regardé, donc je n'existe pas. Et donc, je termine chez le psy, ou si je suis enfant, chez le pédopsychiatre. C'est l'enfant que personne ne regarde dans la cour de l'école, c'est la punition dont je parlais tout à l'heure, mais cette punition aujourd'hui, elle est infligée tous les jours à travers les réseaux sociaux, parce que le nombre de likes a baissé, parce qu'on ne regarde plus mes publications sur Facebook, et donc je suis au bord de la dépression, et parfois du suicide même, hein, chez les enfants. Troisième dérive, la dérive des faux maîtres à penser. Souvenez-vous, 30 ans, 40 ans, un peu plus, on interrogeait sur les radios ou dans la presse un biologiste sur la biologie, un acteur sur son métier d'acteur, un sportif sur son métier de sportif, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses ont changé totalement, vous en êtes les spectateurs tous les jours. Dès que quelqu'un atteint la notoriété, entre dans les people, on l'interroge sur tous les sujets. Sur tous les sujets. On interroge un footballeur sur la crise économique, à laquelle il ne comprend rien, une comédienne sur l'écologie, une chanteuse sur le Covid. Alors j'ai vraiment une vénération pour cette phrase que j'ai lue chez Espitalier. La vie d'un crétin célèbre, qui n'est pas forcément un célèbre crétin, deviendra un avis célèbre, mais restera la vie d'un crétin. Vous applaudissez, merci. Nous sommes abreuvés d'avis de crétins à la télévision, à la radio, dans la presse. Et ce n'est pas la faute de ces crétins qui font ce qu'ils peuvent, c'est la faute de ceux qui les interrogent et qui nous font croire qu'ils ont un avis intéressant sur des sujets auxquels ils ne captent rien, passez-moi l'expression un peu vulgaire, parce qu'on a renoncé justement à voir les choses d'un œil un petit peu sain, avec l'idée qu'il y a des compétences, qu'il y a des individus qui sont aptes à nous dire des choses intéressantes sur certains sujets, et pas du tout sur d'autres. Eh bien, c'est ainsi que les choses fonctionnent aujourd'hui. On interroge n'importe qui sur n'importe quoi, n'importe qui, à condition d'être un crétin célèbre. À condition d'avoir atteint la notoriété et d'être au rang des people. À ce moment-là, on me tend le micro et je vais m'exprimer et dire des énormités sur les sujets sur lesquels on va me faire m'exprimer alors que je n'y comprends rien. Cinquième dérive, la dérive de la visibilité. On l'a vu tout à l'heure, être regardé, atteindre la notoriété, world famous, de Andy Warhol, c'est devenu l'obsession de notre époque. Et là, il y a, encore une fois, pardonnez-moi aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, j'ai recours au sondage, mais c'est parfois intéressant pour mesurer l'état de notre société. On a une figure intéressante, vous l'avez peut-être reconnue, c'est le chanteur canadien Justin Bieber. Justin Bieber, on l'a appelé l'idole des jeunes. À 15 ans, il avait une notoriété mondiale. Il avait fait des albums qui avaient eu des millions d'adeptes, qui avaient été achetés par dizaines de millions sur toute la planète. Il a fait du cinéma, il a fait du théâtre, il a fréquenté les milieux de la mode, puisqu'il a été mannequin, et il a eu des relations avec, on l'envie tous évidemment, les plus beaux mannequins de la planète. Il a eu des aventures avec un nombre considérable de mannequins, plus sublimes les unes que les autres. Et donc, il est devenu l'idole des jeunes. L'idole des jeunes, à notre époque, on pensait que c'était Johnny Hallyday. Vous vous souvenez de cette chanson? Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Bon, eh bien non, l'idole des jeunes, c'est Justin Bieber. On l'a appelé aussi le prince de la pop. Eh bien, quand on interroge les jeunes générations sur leur avenir, sur les rêves qui les hantent pour leur avenir, on leur pose la question suivante. Est-ce que vous préféreriez dans l'avenir être le président de l'université Harvard, c'est pas rien quand même, hein, ou l'assistant de Justin Bieber?
devinez la réponse. À 90%, ils veulent être assistants de Justin Bieber. Parce qu'ils vont bénéficier, Harvard, bon, tout le monde ne connaît pas le président de Harvard, c'est réservé à une petite minorité, alors qu'on va bénéficier, si je deviens l'assistant de Justin Bieber, la lumière de Justin Bieber va m'irradier, je vais bénéficier de cette lumière, je vais être sous cette lumière, sous les feux de la rampe de Justin Bieber, et je rêve de devenir l'assistant de Justin Bieber. Cinquième dérive, le privilège du scandale, la dérive qu'on pourrait appeler la dérive médiatique. Suivant la célèbre formule, les médias ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure, donc les médias braquent le projecteur sur tout ce qui est dérégulé, anomique, scandaleux dans nos sociétés, et donc ce privilège du scandale prend des proportions gigantesques, et il atteint tous les groupes, y compris ceux qu'on croit le plus à l'écart de cette société. On va prendre un exemple frappant, je le crois, je l'avais déjà pris cet exemple dans une conférence en temps. Les frères Kouachi. Vous vous souvenez tous qu'après le drame de Charlie Hebdo, après qu'ils aient massacré toute la rédaction de Charlie Hebdo, les frères Kouachi ont fui, et à un moment donné, ils ont abandonné une voiture dans laquelle ils fuyaient, et dans cette voiture, on a retrouvé la carte d'identité des frères Kouachi. Alors là, les complotistes s'en sont donnés à cœur joie. Pas la tête du complotisme, une de ces années. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Oh, c'est la preuve que c'est truqué, jamais ils n'auraient abandonné. Parce qu'ils n'ont rien compris à la pipolisation, ces complotistes. Bien sûr qu'ils ont fait exprès d'abandonner leur carte d'identité parce qu'ils voulaient être célèbres en tant que djihadistes, ils voulaient atteindre la notoriété. Et on en a une preuve quelques jours plus tard, tout à fait intéressante. Vous savez que quelques jours après les attentats de 2015, dont le procès se tient aujourd'hui, l'un des responsables de ces attentats, qui était Abaoud, avait échappé à la police pendant quelques jours, et 5 jours après l'attentat du Bataclan, il a été retrouvé à Saint-Denis, il y a eu un assaut, et il a été abattu en compagnie d'une de ses amies, Asna Haït Boulassen. Et l'une des amies de cette jeune femme, Asna Haït Boulassen, qui a été tuée en même temps que Abaoud dans l'assaut, l'une de ses amies a révélé aux journalistes que l'obsession de cette jeune femme, c'était de faire la une des journaux. Elle ne parlait que de ça depuis des mois. Elle voulait absolument être à la une des journaux. Ben, elle a été à la une des journaux, bon, en tant que cadavre. Enfin, c'est mieux que rien. Hein, bon. Elle a été à la une des journaux. Donc, le besoin d'attirer absolument le regard. Ce qui attire le regard est toujours, au fond, presque toujours, ce qui est le plus monstrueux. On devient, là c'est une phrase aussi que j'ai repérée chez Espitalier, plus célèbre, plus longtemps, si l'on découpe 10 petits-enfants à la hache que si on les sauve de la noyade. C'est évident, c'est incontestable. Ceci étant dit, si vous voulez atteindre la notoriété, je ne vous conseille pas nécessairement de suivre ce chemin. Dernière dérive, la dérive de l'égalitarisme. Alors cette dérive, elle est intéressante, on l'a un peu évoqué déjà dès le début de cet exposé, la tension entre l'égalité et la différence, la facilité d'accès aux médias est telle qu'aujourd'hui, chacun peut effectivement rêver d'atteindre la notoriété. Autrefois, c'était quasiment inaccessible. Les outils qui permettaient d'atteindre cette notoriété étaient très difficiles d'accès. C'était les radios, mais tout le monde n'avait pas accès à la radio, c'était la grande presse, c'était les télévisions qui étaient en petit nombre. Bon. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès aux médias d'une certaine manière, parce qu'il y a des radios locales, des télés locales, Internet, Facebook, etc., etc. Les moyens techniques également se sont multipliés, ça c'est tout à fait important. N'importe qui aujourd'hui peut faire une vidéo, c'est ce que je suis en train de faire, vous voyez, je suis bien de mon époque. N'importe qui peut, avec un smartphone, faire une vidéo, la mettre ensuite sur Internet,
tout ça était inaccessible. Hein. Si j'avais voulu faire la même chose, quand je faisais des conférences il y a 30 ans, il aurait fallu que j'engage un opérateur, ça m'aurait coûté une fortune, hein, pour qu'il vienne me filmer, qu'il monte le film, qu'ensuite on le diffuse, je ne sais pas de quelle manière, peut-être par des DVD. Bon, ça aurait été d'une complexité extraordinaire et je ne le faisais pas. Bon. Aujourd'hui, rien de plus simple, je branche mon smartphone, il suffit d'acheter un petit pied télescopique qui fait l'admiration de vous tous, je le sais, et je me filme et je mets la vidéo. Et donc, tout cela a réduit l'écart qui existait il y a une dizaine d'années, ou 20 ans, ou 30 ans plutôt, entre celui qui cherchait la gloire et les instruments. Bon, la distance qui nous séparait des lieux de diffusion, de fabrication des idoles des hospitaliers. Cette distance s'est considérablement diminuée. Il y a toujours des stars, mais elles sont innombrables, formatées et éphémères. La distance est abolie entre ces stars et nous. La star est un phénomène intéressant qu'on a beaucoup étudié dans les années 50, 60. Edgar Morin, par exemple, a publié un très beau livre sur le sujet. La star avait deux aspects contradictoires. Elle devait être proche pour qu'on puisse s'identifier à elle, mais en même temps lointaine, inaccessible. Bon, sinon, ce n'était pas une star. Hein, bon. Comme les étoiles sont lointaines et inaccessibles. Eh bien, les choses ont changé considérablement. Il y a des stars, mais elles sont formatées, éphémères. On a vu tout à l'heure comment on peut passer, hein, de la gloire au fait d'être honni très généralement. Et on a donc cette évolution considérable. Les stars d'aujourd'hui sont très peu comparables aux stars d'hier. Hein. Bon, elles sont éphémères, elles sont formatées effectivement, malgré, c'est le paradoxe de notre époque, on ne parle que de différence alors qu'on est de moins en moins dans la différence. Hein. On est dans une société d'uniformisation, c'est à peu près incontestable. Alors il se trouve, et ça sera pour moi une façon de conclure cette conférence, il se trouve qu'il y a un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle même, près de 70 ans, un remarquable philosophe, c'est un des regrets de ma vie, je l'ai découvert très tardivement. C'est un de mes amis qui me l'a fait découvrir il y a une vingtaine d'années à peine. Je ne l'ai pas lu dans ma jeunesse, parce qu'on en parlait très peu. C'est Günther Anders. Günther Anders, entre autres façons d'accéder à la pipolisation, il aurait pu utiliser. Il a été le premier mari de Hannah Arendt, hein, la grande Hannah Arendt, la sociologue et philosophe Hannah Arendt. Ils sont en photo ici, sur l'écran. Et en 1956, Anders a publié un ouvrage, un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, c'est une des grandes merveilles de la littérature du XXe siècle. Je vous le recommande très vivement. L'obsolescence de l'homme. Ce n'est pas l'obsolescence du frigo, hein, ou de votre aspirateur. Ce n'est pas l'obsolescence programmée. Titre extraordinaire déjà, hein, 56. L'obsolescence de l'homme. Anders nous dit que l'homme est une machine défectueuse. Il apparaît comme une machine défectueuse dans cette société américaine des années 50. Donc, Anders annonce tout ce qui s'est passé depuis, le transhumanisme, etc., la volonté de remplacer l'homme par un être plus performant. C'est en fait, c'est un recueil d'articles en réalité. Hein, l'obsolescence de l'homme, c'est des chapitres, un certain nombre de chapitres. Alors je vais vous lire, pour terminer, j'espère que cette lecture ne sera pas désagréable, quelques pages de cet ouvrage, L'obsolescence de l'homme, quelques pages qui sont consacrées à une femme que, de toute évidence, Anders a connue et fréquentée, et vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Il l'appelle M simplement parce qu'il veut protéger son anonymat. Je vous lis ce texte, il est tout à fait fascinant. Le texte, lui, le livre est de 1956, je vous l'ai dit, mais ce texte-là date de 1941. C'est assez extraordinaire, vous allez voir. Lorsque le producteur a visionné, il y a 6 mois, non, M c'est le producteur, pardon. Lorsque le producteur M a visionné il y a 6 mois le bout d'essai qu'avait tourné V, V c'est la future star, hein, son ami, il lui a déclaré « Commence par devenir more photogénique, ma chérie. Ensuite, nous verrons. » V avait toujours été très fier de sa beauté. Certes singulière, mais sa soif de faire une carrière de fantôme se révéla plus forte. Fantôme,
vous l'avez sans doute deviné, ce sont ces personnages à la fois fabriqués, formatés, qui commencent à apparaître dans ces années 40-50. Sollicitant les dernières réserves financières d'une famille depuis longtemps délaissée et de quelques ex-amis depuis longtemps dénigrés, elle se consacra donc exclusivement, en renonçant ascétiquement à toute joie de vivre, à son travail de remodelage. 1941. Elle eut recours, car personne ne peut y arriver seul, aux hommes de l'art. Il constitue ici tout un secteur professionnel qui considère l'homme réel comme un mauvais matériau. Vous voyez, ça c'est la thématique générale de tout l'ouvrage. Mauvais matériau. Faulty construction, dit Anders dans un autre chapitre. Donc tous ces spécialistes qui considèrent l'homme réel comme un mauvais matériau qui a besoin d'être amélioré, mais le fantôme en revanche comme le modèle de ce qu'il faut être. Ils font leur beurre sur la différence entre réalité et fantôme. Ils ont bâti leur commerce sur la soif insensée de ceux qui, comme V, désirent se faire opérer de cette différence. V commença donc à courir de salon de beauté en salon de massage en salon de beauté. Elle suivit une cure amaigrissante, remit son visage entre les mains de spécialistes des patte-doigts et le livra même au scalpel des chirurgiens pour leur plus grand profit et pour sa perte, comme je l'en assurais alors. Mais elle ne l'a pas écouté. Elle se fit refaire l'extérieur et l'intérieur, le devant et l'arrière du corps. Elle fit de son sommeil lui-même une épreuve, s'échinant à rester couchée tantôt dans telle position, tantôt dans telle autre. Elle pesa ses feuilles de salade au lieu de les savourer. Elle sourit à son miroir au lieu de me sourire et finit par ne plus sourire, par plaisir mais seulement par devoir. Bref, elle n'avait encore jamais travaillé aussi durement de toute sa vie. Je doute que les rites initiatiques auxquels doivent se soumettre les vierges pour être admises dans les temples védiques aient été plus cruels que ceux auxquels se contraignit V afin d'être solennellement reçue dans le monde des fantômes. Pas étonnant qu'elle soit bientôt devenue nerveuse, pour ne pas dire insupportable, qu'elle ait commencé à se venger sur son entourage, usant déjà des mêmes privilèges que les fantômes et qu'elle nous ait déjà proprement traités comme des moins que rien sur lesquels elle avait tous les droits. Quand, après avoir mené cette vie pendant 6 mois et avoir fait remodeler une œuvre qui remontait à la création, jusqu'à ce qu'il n'en reste vraiment plus rien, la nouvelle femme, resplendissante et inattendue, c'est-à-dire le fantôme, émergea enfin. L'épiphanie s'est produite il y a environ 15 jours. Elle se rendit à nouveau chez son marchand de fantômes. À proprement parler, dire qu'elle s'y rendue n'est pas tout à fait exact. Avec sa nouvelle coiffure, son nouveau nez, sa nouvelle silhouette, sa nouvelle démarche, son nouveau sourire, ou plutôt avec une coiffure que l'on a déjà vue partout, avec un nez des plus banals, un sourire standard, elle était un produit fini, un article indéfini, un tout autre article, un article comme tous les autres. Tant mieux, affirma-t-elle, et elle avait parfaitement raison. Le fait que le marchand de fantômes ne l'ait pas reconnu, comme elle le raconta après son deuxième bout d'essai, lui avait immédiatement paru de bon augure et avait énormément accru sa conscience de soi. Aujourd'hui, 15 jours après tout cela est déjà bien loin. Ça y est, la nouvelle est arrivée, l'invraisemblable s'est produit, c'est ok, le nouveau bout d'essai a été accepté. Le rêve de sa vie se réalise enfin, un contrat va être signé. Autrement dit, elle a accédé au rang de matrice pour matrice. L'autre femme, la nouvelle femme, pardon, j'ai oublié une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, le processus de remodelage l'a mise dans un tel état qu'il m'est difficile d'affirmer que c'est bien elle qui est heureuse. L'autre femme, la nouvelle femme, l'est peut-être, mais elle, je ne la connais pas. Et elle peut bien aller au diable, puisqu'il n'existe plus qu'elle, puisque la fille qui marche à mes côtés dans la rue se déplace déjà comme celle d'un bout d'essai qui a été accepté et comme on attendra d'elle qu'elle se déplace désormais dans ses futurs bouts d'essai, puisqu'elle est ainsi devenue dès aujourd'hui un reflet de son image, une reproduction de ses futures reproductions, elle a disparu pour moi. Le goodbye définitif, si elle ne l'a pas encore prononcé, est déjà consommé. Ce n'est probablement qu'une question de jours. J'espère que vous n'avez pas trouvé cette lecture trop longue, mais je pense que c'est un texte assez fascinant, 1941.
voilà, 80 ans. Et ça n'a pas pris une ride. Et je crois, Alain Depié parlait tout à l'heure des élections présidentielles et de l'apparition des familles dans l'élection de 1974. Il a bien fait, c'est effectivement une date, mais 30 ans auparavant, on a ce texte, parce que les États-Unis étaient un peu en avance, comme ils le sont bien souvent dans ces processus, et particulièrement dans ces dérives, reconnaissons-le. Eh bien, ce texte de Günther Anders est assez fascinant et nous montre effectivement comment on se laisse piéger dans cette contradiction. Alors maintenant, j'ose le mot, ce n'est pas une tension, c'est vraiment une contradiction entre l'égalité et la différence. Sous prétexte de vouloir être unique et différent, on est de plus en plus semblable et interchangeable, on est de plus en plus cloné. Et pour atteindre la notoriété, il faut être non pas différent, mais le plus semblable possible à ceux qui ont atteint comme moi la notoriété. On est dans un monde de reflets où chacun se copie, où les fantômes, comme dit Anders, se copient les uns les autres. Et c'est cette dérive sur laquelle je voulais attirer cet après-midi votre attention. Merci de m'avoir écouté.